bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, le taux de chômage estimé à 20,3% au troisième trimestre 2024. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a rendu publique son enquête trimestrielle. Les détails dès le début de cette édition. Tuerie de Boffa Bayotte, 7 ans après, un douloureux souvenir encore vif pour les familles des victimes et les rescapés. 14 bûcherons avaient été retrouvés morts dans la forêt de Boffa au sud de Ziguinchor. Et puis la journée nationale de l'éducation des filles célébrée ce jeudi, une action en faveur de l'accès des filles à une éducation inclusive de qualité. Reportage à suivre à Saint-Louis du Sénégal. Bonsoir à tous. D'abord, ces résultats de l'enquête nationale trimestrielle sur l'emploi. Le taux de chômage s'est relevé à 0,8 point au troisième trimestre 2024, taux estimé désormais à 20,3%. Le point avec Ibrahim Khan. Chômage élargi au Sénégal a atteint 20,3% au troisième trimestre de l'année 2024 contre 19,5% à la même période de l'année 2023. Soit une hausse de 0,8 points. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal, publié par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Toutefois, le document indique qu'au sens strict du Bureau international du travail, il s'élève à 5,3% au trimestre sous revue. Dans le rapport, on constate que le taux de chômage élargi est plus élevé en zone rurale qu'en milieu urbain, représentant respectivement 21,9% contre 19,2%. La gente féminine est la plus touchée avec un pourcentage de 32,9% contre 11,8% pour les hommes. Sur la période concernée, il ressort également du document que 58,3% des jeunes âgés de 15 ans et plus étaient actifs sur le marché du travail, avec un niveau d'activité plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Toujours concernant le troisième trimestre de l'année 2024, il ressort que 34,1% des jeunes âgés de 15 ans à 24 ans n'étaient ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Un taux encore plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain, avec 42,7% contre 28,2%. Rappelons que selon l'ANSD, le taux de chômage élargi inclut le taux de chômage au sens strict du Bureau international du travail, plus les personnes sans emploi qui sont disponibles, mais qui ne cherchent pas un emploi pour des raisons jugées indépendantes de leur volonté. L'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a déposé un préavis de grève sur la table du ministre de la fonction publique. Il demande au gouvernement de respecter ses engagements. Les travailleurs du secteur déplorent l'inaction de la tutelle. Voici Mor Diouf, coordinateur de l'intersyndicale, avec Mamadou Fall. Quand même, comme vous l'avez dit, avec une plateforme revendicative qui s'articule autour de différents points, notamment le point sur le protocole d'accord qui, je dois le rappeler, a été signé avec le gouvernement du Sénégal depuis décembre 2022 et qui devait être matérialisé dans un délai de 6 mois. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes en 2025 et depuis que ce nouveau régime est en place, il y a eu quand même des négociations, mais malheureusement, on tarde quand même à voir la matérialisation de ces fonds communs du secteur primaire. S'y ajoute également l'indemnité de logement que nous avons toujours réclamé pour sa généralisation, notamment au niveau du secteur primaire. Mais malheureusement, nous constatons quand même de la part du ministre de la fonction publique qui avait quand même promis de donner suite à nos revendications. Malheureusement, nous tardons à voir sa réaction et nous considérons quand même qu'il est dans une sorte de dilatoire. S'y ajoute maintenant la question, la problématique des contractuels. Vous le savez, il y a des contrats qui sont arrivés à terme depuis pratiquement 4 mois et nous n'avons même pas d'interlocuteur pour nous donner quand même des réponses concrètes
sur l'avenir de ces travailleurs qui sont des mères de famille, qui sont des pères de famille. Donc aujourd'hui, nous appelons... Contre l'immigration, alors maintenant dans le sud, le ministre de l'Intérieur a procédé hier à l'installation du comité régional de lutte contre la migration irrégulière. Jean-Baptiste Tine a expliqué que ce comité et ses démembrements départementaux seront destinés à lutter efficacement, permettront de lutter efficacement contre le phénomène. Voici Jean-Baptiste Tine avec notre équipe à Ziguinchor. La migration irrégulière, devenue une préoccupation nationale, voire internationale, prend de plus en plus des dimensions inquiétantes, avec son lot de malheurs, notamment de nombreuses pertes en vies humaines. C'est ainsi que le comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a été institué afin d'endiguer le phénomène. Placé sous ma tutelle et ma supervision, il est l'organe institutionnel chargé de la coordination de toutes les actions des services et des structures intervenant dans la lutte contre ce fléau. À ce titre, le comité a procédé à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, assortie d'un plan d'action opérationnel. Les données statistiques centralisées par le comité sur la migration irrégulière de janvier 2024 au 31 octobre 2024 font état de 502 embarcations, dont 64 à partir des côtes sénégalaises, arrivées aux îles Canaries avec 34 162 migrants à bord. Mesdames et messieurs, le CILMI dispose de démembrements au niveau régional comme départemental. En procédant à la mise en place des comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière, le comité entend ainsi parachever l'œuvre de la territorialisation de la lutte contre ce fléau au Sénégal. Tuerie de Boffa Bayotte en 2018, 7 ans après, le souvenir reste douloureux pour les familles des victimes et les rescapés toujours sous le choc. 14 bûcherons, vous le savez, avaient été retrouvés morts dans la forêt de Boffa, dans le sud de Ziguinchor. Reportage Boubacar Diassi. Lieu constitue un véritable cauchemar pour ces rescapés du massacre de Boffa. En janvier 2025, soit 7 ans après ce massacre qui coûte la vie à 14 exploitants forestiers, ces rescapés sont toujours sous le choc. Presque 8 ans. Je me soigne depuis presque 8 ans maintenant. Regardez mon corps. Je ne peux même plus me tenir debout longtemps. J'ai fait plusieurs va-et-vient à l'hôpital. Je suis obligé de recourir à la médecine traditionnelle. À cause de la douleur aux pieds, je ne supporte ni la chaleur ni le froid. Et je reconnais que j'en souffre beaucoup. Ces rescapés de Boffa disent que des dédommagements leur ont été promis et ils les réclament. Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucun franc. Aucun. Jusqu'au moment où l'on parle. Je me débrouille pour vivre et nourrir ma famille. Nous qui avons survécu à ce drame, notre vie n'a plus aucun sens. Nous n'avons rien pour nourrir nos familles. Nous avions perdu tout espoir avec l'ancien régime. Maintenant que de nouvelles autorités sont là, nous demandons à ce qu'elles nous soutiennent, car nous sommes tous des citoyens sénégalais. Nous faisons partie de l'État. D'ailleurs, l'État, c'est nous. Qu'on nous aide le plus tôt possible. Nous sommes très fatigués. Au-delà de ces rescapés, l'État devrait jeter un regard attentif aux conditions d'existence des orphelins de Boffa. Les familles des victimes sont très fatiguées. Leurs épouses ne se sont pas remariées. Il faut que l'État se souvienne des familles des victimes. Et seul le chef de l'État peut le faire. Pour l'instant, les familles des victimes de Boffa s'en remettent à Dieu. Merci Boubacar. Tout autre chose, la pêche est mauvaise à Kayar. Les acteurs disent rentrer souvent bredouille à cause de la rareté du poisson. Nos équipes ont fait le constat. Reportage Charanta Diop, c'est la tire. Un débarquement tournait autour de 50 000 tonnes par an, mais compte tenu de la raréfaction des ressources halieutiques, aujourd'hui, le débarquement se situe autour de 30 000 tonnes. La pêche est en crise. Et c'est une crise des ressources halieutiques qui est, si vous voulez, consécutive
d'abord à une surcapacité de pêche, à ce qu'on appelle un surinvestissement. Il y a les pratiques de pêche mauvaises, aussi bien repérées du côté de la pêche industrielle, mais aussi du côté de la pêche artisanale. Malgré le retrait des bateaux de l'Union européenne, un autre phénomène est en train de gagner du terrain. Moussa Mbeng, le secrétaire exécutif de l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale. Ce qui est plus dramatique et ce qui est plus grave, n'est-ce pas, ce sont ces bateaux sénégalisés qui permettent en tout cas à des nationaux, n'est-ce pas, d'affréter des bateaux étrangers qui vont battre sénégalais, alors que nous savons que ces gens n'ont rien de sénégalais. D'où la nécessité de prendre le taureau par les cornes pour une meilleure protection de la pêche artisanale. Abdoulaye Ndiaye. Parler aux autorités sénégalaises, parler aux autorités même au-delà du Sénégal, aux autorités africaines, pour qu'il y ait une politique commune de pêche qui permette de mieux gérer les ressources halieutiques. Les acteurs de la pêche de Kayar appellent les nouvelles autorités à renforcer le soutien aux activités de la pêche avec des appuis plus conséquents qui puissent retenir les pêcheurs dans leur localité. À la ville de Dakar, le service a repris son cours normal. Les activités, vous le savez, avaient été perturbées par la déchéance de Barthélémy Diaz. Certains agents regrettent toujours tout de même la destitution de Barthélémy Diaz. Reportage Habib Faye. À la mairie-ville de Dakar pour faciliter la reprise des activités administratives malgré l'absence du maire Barthélémy Diaz révoqué de ses fonctions. Son cabinet assure le travail en collaboration avec l'intérimaire. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue administratif, on peut continuer à fonctionner, même si moralement et au plan affectif, le maire manque beaucoup. Moussa Taye exige le retrait des forces de défense et de sécurité au sein de la mairie. Nous n'avons qu'un seul quart de police à l'intérieur avec quelques éléments, ce que nous continuons à déplorer aussi, parce que nous pensons que la police n'a rien à faire à l'hôtel de ville. Toutefois, il déplore la situation actuelle de la municipalité. Selon lui, le maire ne mérite pas ce traitement qui lui est réservé. C'est un peu dommage parce que Barthélémy Diaz a contribué fortement à la survenue de l'alternance démocratique depuis le 24 février. Il s'est battu aux côtés des nouvelles autorités dans le passé avec détermination et courage. Il ne mérite pas le sort qu'on lui réserve aujourd'hui. Révoqué de ses fonctions de maire de Dakar par l'État du Sénégal, le 13 décembre dernier, le directeur de cabinet de Barthélémy Diaz affirme que l'ex-député demeure toujours le maire de la capitale. Réforme de la gestion de l'état civil, la région de Matam à l'ère du numérique et de la digitalisation. 29 des 34 centres de la région ont déjà interconnectés via la plateforme NECAL. Reportage Ali Bandeniang. Véritable révolution dans la gestion de l'état civil dans la région de Matam. À travers le programme NECAL du ministère des collectivités territoriales, 29 des 34 centres d'état civil sont digitalisés et interconnectés au réseau national. Équipés de tout le matériel nécessaire, les différents centres d'état civil connectés à la plateforme opèrent une véritable rupture avec des anciennes pratiques. Parmi les centres interconnectés, nous avons visité celui de Nabadji Civol. C'est très positif parce que ça permet de régler le problème de l'état civil au Sénégal. Aujourd'hui, les usagers vraiment ont l'état civil sécurisé. Ce sont des déclarations qui sont faites à temps, mais aussi qui sont informatisées. Et ça permet quand même l'archivage. Mais aussi ça permet la recherche à temps. Donc ce sont des données fiables. Ça évite aussi la falsification des actes d'état civil. Et globalement c'est un pas très positif vers l'émergence. L'interconnectivité c'est qu'au finish, quand le processus sera terminé, donc on sera à Dakar et on pourra avoir son acte à Nabadji Civol. Donc aujourd'hui tout sera connecté et ça va éviter les distances, ça va éviter des dépenses supplémentaires. On vit cette avancée. C'est pas commencé mais on est en train de vivre vraiment les changements.
C'est une révolution avec vraiment on félicite les ministères, on félicite les directeurs de l'état civil. Au-delà de nombreux cas de fraude sur les registres d'état civil et même les difficultés auxquelles sont confrontés les Matamois de la diaspora, la mise en œuvre du programme de digitalisation est considérée comme une solution définitive au transfert massif d'étrangers inscrits dans le fichier électoral du Sénégal. Alors maintenant à Saint-Louis du Sénégal où se prépare la journée nationale de l'éducation des filles, une action, vous le savez, en faveur de l'accès des filles à une éducation inclusive de qualité. Reportage Ousseynou Diop, Habib Seck. Charles de Gaulle de Saint-Louis, les noms des brillantes filles des classes de seconde, première et terminale sont affichés au tableau. Elles ont des moyennes de 16 et devancent parfois même les garçons. Baba Nokho est le proviseur du lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Ici au lycée Charles de Gaulle, les filles occupent toujours le peloton de tête. Le témoigne, n'est-ce pas, les top 10 de tout l'établissement et les top 10 par niveau, chaque fois les filles occupent une place très très importante. La donne a changé, la déperdition scolaire chez les filles a considérablement baissé dans la région nord. Les jeunes filles sont maintenant conscientes qu'elles peuvent faire mieux que les garçons. Oui, on a fait beaucoup d'activités, que ce soit dans le domaine du genre, leadership. C'est le conseil que je leur donne, de continuer à persévérer, de pouvoir s'imposer, s'affirmer et voilà, prouver que ce que homme peut, femme aussi le peut. Pour Ramadiaou, élève en classe de terminale, ses camarades se sentent actuellement conscientes des défis qui les attendent. La tendance est un peu inversée. Les garçons vont passer leur temps à jouer. Voilà. Ils pensent que je suis un homme, voilà, tout le mérite me revient, mais c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut travailler. Il faut comprendre qu'il faut travailler et voilà. Mais deux choses bloquent toujours l'excellence des filles dans les lycées. C'est d'abord le taux de réussite au baccalauréat et ensuite leur maintien dans les séries scientifiques. Rare, donc l'effet des filles dans les matières scientifiques est très faible. Mais quand même, il faut dire que les quelques rares filles qui sont dans les matières scientifiques réussissent bien dans ce domaine. Par exemple, quand on prend en termes de valeur relative le nombre de filles présentes au baccalauréat de la session précédente, elles ne représentaient que 37%. Et maintenant, sur les 37%, là, il y a 84% des filles qui ont réussi au bac. La balle est désormais dans le camp des associations qui luttent pour le maintien des jeunes filles à l'école. Le combat demeure être actuellement leur maintien dans les séries scientifiques, où le taux de réussite au lycée Charles de Gaulle était de 87% l'année dernière. Un point météo, le Sénégal, vous le savez, traversé par une vague de fraîcheur depuis le mois de décembre, un phénomène qui devrait persister tout au long de janvier avant une hausse progressive des températures en février. Le point avec M. Djabel Ndiaye de l'ANACIM. Jusqu'en mars 2025, les températures seraient globalement supérieures à la moyenne saisonnière, c'est-à-dire dans les régions surtout nord, nord-est, centre, sud. Ça ne veut pas dire qu'on aura une chaleur très préoccupante, mais on aura des températures qui sont légèrement supérieures à la moyenne. C'est-à-dire donc que la fraîcheur qu'on avait connue au mois de décembre va commencer à diminuer un tant soit peu, surtout dans ces zones, dans la zone nord, dans une bonne partie du centre-sud et dans les régions sud et la région de Kédougou. Donc globalement, c'est cette situation dans ces régions-là. Mais dans la zone centre et dans la zone ouest, on aura un maintien des températures froides, c'est-à-dire une situation normale par rapport à la climatologie, ce qui dénote un peu de la poursuite de cette fraîcheur, surtout pour les mois de janvier-février. Janvier-février d'ailleurs, où cette fraîcheur va persister sur la moitié ouest et sur une bonne partie du centre, mais cette fraîcheur va commencer à diminuer d'un peu, surtout dans les zones est et nord du pays et dans la zone sud, où on aura une recrudescence de cette chaleur, un retour de cette chaleur, surtout au mois de mars. Au mois de mars, on pourrait avoir des pics, même des pics par rapport à ce trimestre. Des pics ne peut pas dire des pics annuels, mais des températures qui pourraient aller au-delà de 40 degrés, surtout dans la partie est du pays, dans les localités de Goudiri, un peu vers Tambacounda, Koumpentoum et un peu vers la partie de Kédougou, où on pourrait avoir des pics de température, surtout au mois de mars. Donc si on résume un peu la situation,
on aura cette fraîcheur qui va continuer, cette fraîcheur qu'on a connue au mois de décembre, qui va continuer au mois de janvier jusqu'à une bonne partie du mois de février, surtout dans la moitié ouest du pays, mais une fraîcheur qui va commencer à diminuer un peu, surtout dans la partie nord et est où on aura l'installation de la chaleur à partir du mois de mars. C'est l'occasion donc de dire que c'était perspective sur une moyenne trimestrielle de janvier, février, mars, mais la racine va continuer toujours à faire des mises à jour par rapport aux prévisions mensuelles d'abord et aux prévisions météorologiques sur des échéances beaucoup plus courtes, de 1 jour, 2 jours jusqu'à 3 jours, pour actualiser un peu ces tendances, mettre à jour ces données pour vous accompagner. Et puis, fenêtre sur le monde de l'actualité internationale qui nous mène en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis et au Cameroun, où les enseignants des universités publiques sont en grève depuis lundi pour le paiement de location. Le récit de Daniel Diouf. Au Cameroun, le syndicat des enseignants du supérieur a lancé depuis lundi une grève étendue aux 11 universités publiques contre le pays. Au cœur des revendications des grévistes, le paiement des diverses primes de recherche et des allocations octroyées depuis 2009. Le ministère de l'enseignement supérieur qui traite de ces versements reconnaît quelques retards dus aux traitements administratifs des dossiers. Zimrida, ce navire britannique transportant près de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium a pu accoster mardi au port autonome d'Abidjan. Un produit qui peut s'avérer dangereux. Par mesure de précaution, les autorités ivoiriennes avaient demandé qu'il reste hors de leurs eaux le temps de procéder à des vérifications. Ce mardi, elles ont effectué une visite du bateau en présence de la presse pour rassurer l'opinion publique. Selon le directeur général du port d'Abidjan, le navire a toutes les autorisations pour acheminer ses produits en Côte d'Ivoire. Le bateau ne présente pas d'avarie, il ne figure pas sur une liste noire, précisent les autorités portuaires. Ils étaient des milliers de personnes réunies mardi soir sur la place de la République à Paris pour marquer la disparition du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, décédé hier à l'âge de 96 ans. Le rassemblement initié par des mouvements antifascistes et certains partis politiques comme le nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Ce rassemblement a pris la forme d'un apéro géant organisé via les réseaux sociaux après l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen ce mardi. Sur la place de la République à Paris, les participants ont utilisé feux d'artifice, fumigènes et pétards. Ils ont même sablé le champagne en entonnant des slogans contre le Front National. Le rassemblement a suscité l'indignation du ministre de l'Intérieur français qui a qualifié ces scènes de liesse de honteuses. Jean-Marie Le Pen a dirigé le Front National de sa fondation en 1972 à 2011. Et puis la dépouille du défunt président américain Jimmy Carter est arrivée à Washington pour une cérémonie au Capitole. Son cercueil transporté par avion depuis son état d'origine, la Géorgie où il reposait depuis samedi au centre présidentiel Carter. Ce retour du 39e président des États-Unis dans la capitale nationale intervient près de 44 ans après sa défaite aux élections américaines de 1980. Le cercueil conduit par les troupes américaines au Capitole pour les hommages des membres du Congrès et de la vice-présidente Kamala Harris. Les funérailles de Jimmy Carter sont prévues pour jeudi à Washington en présence du président Joe Biden. Jimmy Carter, décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans, il sera inhumé dans sa ville natale en Géorgie. En sport, 5e journée du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football. La SC Jaraaf acquis ce dimanche. La SEC Mimosa, pour les spécialistes, le représentant du Sénégal est dans une bonne dynamique pour reprendre sa revanche sur les Ivoiriens. Cher Sadibou Diarra. Jaraaf va faire une pierre deux coups en Coupe CAF dimanche prochain. Prendre sa revanche sur l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et le devancer au classement du groupe C. Des objectifs à la portée du club de la Médina. Maldaf a, je pense, a toutes les clés quand même pour pousser ses joueurs à quand même aller chercher cette victoire face à l'ASEC ici dimanche prochain à Dakar. Maintenant, l'autre X sera face sans son public. Maintenant, tout qu'on fait, il faudra quand même mettre ça de côté et ne pas se trouver des excuses et puis essayer de gagner pour quand même pouvoir espérer faire partie des équipes qui vont passer pour le prochain tour. Il faudra quand même que l'attaque du Jaraaf et du répondant nous montre autre chose que ce qu'elle a montré jusque-là, parce qu'en 4 journées, le Jaraaf n'a marqué qu'un seul petit but. Donc c'est extrêmement faible. La clé du match, c'est être solide en défense
évidemment, mais surtout marquer des buts. Pour gagner, il faut marquer, et ce match-là de la 5e journée est une véritable finale. Seul bourreau du Jaraaf dans cette compétition, l'ASEC Mimosa, un adversaire loin d'être une foudre de guerre. En D1 ivoirienne, l'ASEC est 4e au classement avec 4 points de retard sur le leader. Elle est la 8e attaque après les 15 premières journées de ce championnat ivoirien, mais détient tout de même la meilleure défense avec seulement 3 buts encaissés, c'est-à-dire moins que sur l'ensemble des 4 journées disputées dans cette Coupe de la CAF, où elle a pris 4 buts contre le même adversaire, l'USMA d'Alger. Son attaque n'est pas très flamboyante, avec 3 buts inscrits dans cette Coupe de la CAF. Entre l'ASC Jaraaf et l'ASEC Mimosa, à égalité de points au classement, une victoire vaudra son pesant d'or pour la suite de la compétition du vainqueur. Beach soccer, les Lions de la plage ont battu les Émirats arabes unis dans le cadre des matchs de préparation de la Coupe du Monde de 2025. Une bonne performance selon le sélectionneur Galasila que voici. On a gagné 4-2. Il faut reconnaître que le travail est loin d'être parfait. Aujourd'hui, on a encaissé 2 buts sur des balles arrêtées. Le premier but sur un corner, le deuxième but sur une touche. Donc là, il faut qu'on continue à travailler. On voit qu'aussi le problème, est toujours là. Il faut continuer à bosser parce que les Sénégalais sont toujours impatients. Donc on a du mal à garder le ballon pour casser les œufs. Donc tout ça, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place. Mais c'est là de remercier la fédération parce que pour nous, c'est ce genre de matchs-là qui nous permettent de grandir. Donc on en a besoin. Donc on s'attend à d'autres matchs. Donc demain, on va essayer de rectifier déjà une fois à l'hôtel et après voilà, pour revenir demain pour faire un autre match. On sait que ce sera très serré, mais on fera le maximum possible pour avoir encore un résultat positif. Mais qu'importe le résultat qu'on a, le plus important pour moi, c'est que les joueurs progressent, l'équipe progresse pour que mois demain, pour qu'on puisse avoir une équipe compétitive pour la Coupe du Monde, Inch'Allah. Fin de cette édition, Soir d'info, la suite dans un instant avec Pape Abdoulaye et son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.